Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre en partie au sophisme du millefeuille argumentatif qu'a fait dernièrement Acer Mandax de la chaîne La Tronche en Biais au sujet d'Idriss Aberkane et de son CV. Pour lui répondre correctement, il aurait fallu prendre les points les plus forts de son argumentation et montrer en quoi elles sont soit objectivement faux, soit possiblement faux car subjectifs. Mais comme il est dans le sophisme et que ça serait inutile et trop long de répondre aux points forts de son argumentation, alors je vais seulement prendre un point particulièrement incohérent, expliquer en quoi il est, et essayer de faire remonter à la conscience de chacun que c'est une erreur qu'il commet sans arrêt. Autrement dit, ma démonstration ne sera pas une preuve de l'absurdité totale de l'argumentation d'Acer Mandax sur le CV d'Aberkane, elle sera seulement une goutte d'eau de plus qui montre la faiblesse de la pensée idéaliste d'Acer Mandax. Définissons déjà simplement l'idéalisme en deux définitions possibles. Premièrement, la définition de la vie courante, à savoir quelqu'un déconnecté de la réalité qui vit dans le rêve, et deuxièmement, la définition philosophique, à savoir quelqu'un incapable de considérer les choses dans la complexité d'un contexte. Quelqu'un qui résout les problèmes seulement au niveau théorique, seulement au niveau de la réflexion, et qui ne cherche pas à regarder l'application matérielle de sa théorie, l'application dans le réel, sur la réalité, avec de vrais gens du vrai monde, et pas seulement l'idée des gens qu'on a dans la tête. Maintenant, voici l'argument qu'on va démonter. Je souligne qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour dire des choses pertinentes. Je n'ai aucun grief envers des gens qui s'expriment sans doctorat. En revanche, je vous invite à trouver suspect celui qui répète ad nauseam qu'il a plus de diplômes que les autres, qui s'appuie sur ses diplômes pour établir sa crédibilité, mais qui tire à boulet rouge sur le système académique et universitaire, où il n'a pas fait carrière, quand celui-ci fait remarquer que on a des doutes sur tout ce que vous racontez. Pour commencer simplement, Acer Mandax dit à la fin de l'extrait qu'on vient de voir qu'Aberkane s'est mis à tirer à boulet rouge sur le monde académique et universitaire après que ce dernier ait commencé à remettre en doute les paroles qu'il tenait dans les médias. Mais ça, c'est juste de la théorie. Dans la pratique, quand on regarde les faits et la chronologie, on voit que le monde académique a commencé à remettre en doute ses paroles à peu près vers la moitié de l'année 2016. Or, en 2015, on peut déjà voir Aberkane discréditer le monde académique dans une conférence vidéo TEDx. Donc, contrairement à ce qu'Acer Mandax veut faire croire, ce n'est pas du tout parce qu'Aberkane a été remis en doute par le monde académique et universitaire qu'il se serait soudainement mis à leur tirer dessus à boulet rouge, par vengeance, alors qu'auparavant, il était bien content de se légitimer avec leur diplôme. Non. Depuis le début de son apparition médiatique, Aberkane dit que les diplômes ne veulent généralement rien dire, quand bien même il se présentait lui-même avec dans les médias pour avoir une légitimité aux yeux d'un certain public. Ça peut paraître contradictoire, mais je vais expliquer ça clairement juste après. En attendant, voici les extraits audio du TEDx 2015 où l'on voit Aberkane discréditer le monde universitaire et académique. Le lien de la vidéo originale sera en description. Et après, on a d'autres acteurs. Moi, celui que j'aime bien, c'est le garage de la Silicon Valley. Toutes ces boîtes qui se sont créées dans des garages. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'elles soient là? Je veux dire, là-haut, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire love maximum et savoir-faire minimum. Google, c'est né comme ça. Amazon, c'est né comme ça. Tesla, c'est né comme ça. Apple, c'est né comme ça. Hewlett-Packard, Disney. Les garages de la Silicon Valley, ils se lancent dans un métier, non pas parce qu'ils savent le faire, ils n'y connaissent rien. Par contre, ils adorent ça. Et le garage, ça va sélectionner ceux qui adorent ça, parce qu'un garage, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de prix. Vous n'aurez pas un prix régional de compétitivité, machin, vous n'aurez rien, vous êtes dans un garage. Vous ne pouvez pas aller draguer une nana au bar, « Hey chérie, je bosse dans un garage », non. Et sur votre CV, vous ne pouvez pas mettre « Je bosse dans un garage ». Il n'y a aucune récompense, ni note, ni diplôme, il n'y a que ce que vous faites. Et le garage, ça sélectionne les amateurs, les passionnés du job, ceux qui adorent ça. Et du coup, quand vous mélangez amour et incompétence, eh bien vous avez l'effet « Désolé les mecs, je ne savais pas que c'était impossible. Donc je l'ai fait ». Et ça, c'est typique
des boîtes de la Silicon Valley qui sont nées dans un garage. Pendant que nous, on était là à leur dire hey, les mecs, c'est impossible, eux, ils l'ont fait. Parce qu'ils n'avaient pas les manuels pour les brider. Après, le plus grave, évidemment, c'est qu'on a des joueurs qui sont là, les entrants forcés. Alors eux, bon, c'est très simple à résumer, hein. C'est des mecs, on leur demande pourquoi tu fais ton boulot, pourquoi tu fais tes produits, bah c'est parce qu'il fallait bien. Bon. Moi je voulais être veto au départ, mais bon, on m'a dit fais ce produit, je le fais. Et ceux qui l'ont le mieux suivi et qui illustrent parfaitement le Love Can Do, c'est Tesla. Tesla, c'est typiquement la boîte qui n'y connaissait rien par rapport à ses concurrents, mais rien de rien. Bon. Et du coup, pratiquement toutes les décisions qui ont été prises étaient complètement débiles dans cette boîte, complètement irrationnelles. Sur ce châssis-là, vous avez le Love Can Do illustré. Sur cette photo, vous avez le Love et le Can Do. Le Love, c'est ça. C'est ce moteur. En fait, quand Elon Musk crée Tesla, il demande à ses ingénieurs d'avoir un moteur qui a été inventé par Nikola Tesla. Parce qu'il est fan de Nikola Tesla, c'est le Léonard de Vinci du XXe siècle, et il dit à ses ingénieurs « Moi, je veux qu'il y ait un moteur inventé par Nikola Tesla ». Mais si vous y réfléchissez bien, c'est comme demander à Airbus d'avoir une technologie Léonard de Vinci, c'est débile. Et donc les ingénieurs lui disent « Bah c'est débile ». Et Elon Musk dit « Non, non, vous n'avez pas compris, c'est moi qui sors les artiches, donc vous allez me faire un moteur Nikola Tesla, vous la fermez bien comme il faut ». Ce moteur qui fait faire des nuits blanches à tout l'establishment automobile mondial, c'est un moteur qui a été breveté par Nikola Tesla en 1896. Donc ça, c'est du love, parce que vous ne prenez pas cette décision rationnellement. Rationnellement, on va battre nos concurrents avec un machin qui date du 19e, non. C'est juste parce que je suis passionné de Tesla, donc ça doit être là. Et le Can Do, c'est la batterie ici. Alors là, vous ne voyez pas les batteries, mais elles vont être posées sur ce châssis. Et le Can Do, c'était bon, bah, une bagnole avec des batteries, on n'avait pas de très bons rendements. Alors Elon Musk dit, attendez, un ordinateur portable, ça a une bonne batterie ? Ouais, c'est pas mal, ouais. Il y a les nouveaux Mac qui sont sortis, tout ça, ils avaient des bonnes batteries à l'époque. Bon, bah très bien, vous allez me prendre des batteries de Mac et vous allez les empiler. Et c'est ça qu'ils ont fait. Love Can Do dans la même... Alors, le summum du Love Can Do, mais on va pas s'y attarder, ça sera un inter-TED, si vous voulez, c'est les frères Wright. Les frères Wright, c'est du Love Can Do à tous les étages, ils n'avaient pas de diplôme, les mecs. Je veux dire, pendant que des gars à Polytechnique, au MIT, à la Royal Society cherchaient à faire voler le premier avion, ceux qui ont fait voler le premier avion, c'était deux clampins qui n'avaient pas le bac à 60 km de Dayton dans l'Ohio. Pourquoi ? Parce qu'ils se crachaient 5 fois par jour. Donc déjà ici, on peut voir une forme d'idéalisme philosophique chez Assermandax, en ce que la réalité des faits est secondaire par rapport à sa théorie. Il veut faire passer Aberkan pour quelqu'un de fourbe, rancunier et incohérent, alors il va trouver ce qu'il cherche par n'importe quel moyen, et il ne va pas essayer de vérifier son hypothèse en la contredisant comme est censé faire un bon scientifique, mais préférer jeter le discrédit sans trop vérifier. Maintenant, on va s'attarder encore plus sur l'incohérence de l'argument en soi. Mandax essaie de dire qu'il est contradictoire de s'appuyer sur ses diplômes pour étayer sa crédibilité et en même temps de tirer à boulet rouge sur le système académique et universitaire qui nous a fourni ces mêmes diplômes. Que si on le fait, alors c'est soit qu'on est un être incohérent, soit qu'on est un être mauvais qui essaye de manipuler les gens à leur détriment et pour son intérêt personnel. Mais présenter les choses ainsi, c'est déjà faire un sophisme du faux dilemme. Comme s'il n'y avait que deux choix possibles, comme si la manipulation ici ne pouvait se faire toujours qu'au détriment d'autrui, jamais pour son bien. Donc, on va tout de suite démontrer par l'absurde qu'il est possible de manipuler quelqu'un pour son bien, par un argument avec lequel on n'est soi-même pas d'accord, mais que notre cible, lui, trouve valide, le tout en disant strictement la vérité, en disant clairement qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont on démontre la chose, mais que si c'est le seul moyen de réussir à convaincre celui qui demande à être convaincu, alors on accepte de passer par ce chemin irrationnel. Et ensuite, on va voir que ce qui se passe dans l'exemple absurde est aussi applicable à la situation d'Aberkan. Imaginons que nous avons un ami handicapé mental. C'est-à-dire qu'il a un problème structurel dans son cerveau, faisant qu'il est totalement incapable de rationalité sur certains sujets particuliers. Cet ami un jour nous dit « Je crois que la Terre est plate, mais si tu veux me prouver que la Terre est bien ronde, alors tu dois réussir à jouer de la guitare pendant 10 secondes. »
Vous savez que c'est parfaitement irrationnel, mais comme vous estimez que 10 secondes de guitare, c'est peu cher payé pour remplacer une idée fausse par une idée vraie, dans sa tête, et qu'il n'y a pas d'autre moyen fonctionnel de le faire, alors vous acceptez, pour son propre bien. Aussi, vous ne lui mentirez pas. Vous lui direz ouvertement que, selon vous, jouer de la guitare pendant 10 secondes ne peut prouver la rotondité de la Terre, et que vous le faites seulement parce que vous n'avez pas d'autre moyen de le raisonner. Ici, si Acermandax applique à nous la même logique qu'il veut appliquer à Aberkan par rapport à ses diplômes, alors il devrait dire « Vous devriez trouver suspect quelqu'un qui vous joue de la guitare pour prouver que la Terre est ronde, parce que vous lui avez demandé, alors qu'il vous a lui-même dit que jouer de la guitare ne prouve pas que la Terre est ronde, et qu'il le fait uniquement parce que c'est ainsi et pas autrement que vous vouliez être convaincu. Nous devrions donc trouver suspect quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande, qui nous dit ouvertement la vérité en nous expliquant que jouer de la guitare ne prouvera rien sur la rotondité de la Terre, mais qui le fait juste car il croit que c'est pour notre bien, donc que c'est pour lui moralement bon de le faire. Vous comprenez bien que ça n'a aucun sens. La personne est dans une démarche utilitariste et intelligente pour aider son ami irrationnel qui croit à la Terre plate. Et Mandax, en formaliste extrémiste, en idéaliste pur incapable de s'adapter au réel, essaye de dire à la personne irrationnelle qu'il ne devrait pas être convaincu par l'argumentaire fallacieux de son ami, et qu'il devrait continuer à croire que la Terre est plate, tant qu'il n'aura pas réussi à être convaincu par une vraie démonstration valide. C'est absurde et idéaliste de vouloir opérer ainsi, puisque factuellement, la méthode puriste de Mandax va maintenir l'être irrationnel dans encore plus d'irrationalité sur le long terme, contrairement à la méthode de l'ami pragmatique qui, entre guillemets, manipule. Je mets des guillemets parce que la manipulation de l'ami se fait quand même en lui disant la vérité, donc c'est même pas réellement de la manipulation ici, mais même si c'était vraiment de la manipulation, ça ne changerait rien à la validité de ce que je dis. Eh bien, quand on regarde la situation d'Aberkan et sa soi-disant incohérence à étayer sa crédibilité par ses diplômes d'un côté, tout en discréditant le monde académique de l'autre, c'est similaire au raisonnement par l'absurde qu'on vient de faire. Dès le début de ses apparitions médiatiques, Aberkan disait ouvertement que les diplômes ne suffisaient généralement pas à donner la légitimité, mais que si certains avaient besoin de ça pour être convaincus, si certains avaient besoin de ça pour nous trouver légitimes et nous écouter afin de recevoir notre message qu'on pense bénéfique à leur être, alors il est de notre devoir moral de nous plier à leurs conditions et de leur présenter nos diplômes, bien qu'en même temps on leur dise ouvertement qu'en vrai, selon nous, ça ne devrait pas nous rendre légitimes, mais que s'ils veulent persister dans leur irrationalité, alors nous devons agir pragmatiquement et montrer nos diplômes. Mandax a relayé le même type d'erreur au sujet de Raoult, quand ce dernier disait que les études randomisées n'étaient pour lui pas quelque chose de spécialement plus convaincant dans la situation où il était, mais qu'il s'en servait tout de même pour convaincre des gens, car c'est ce que ces mêmes gens demandaient pour être convaincus, qu'il ne voulait pas entendre raison autrement. C'est idéaliste et puriste de reprocher ça. Si les gens demandent des études randomisées pour être convaincus, et que notre but est de convaincre les gens parce qu'on croit avoir la vérité qu'on doit transmettre au plus grand nombre pour leur bien, alors même si on ne croit pas personnellement aux études randomisées, ça serait faire preuve d'une terrible rigidité psychologique et d'une grande naïveté politique que de ne pas s'en servir alors qu'on le peut. Le contre-argument possible qu'utiliserait Acermandax contre ça serait de dire qu'il vaut mieux laisser les gens dans l'irrationalité et attendre que d'eux-mêmes ils arrivent à la rationalité plutôt que de les conforter dans leur irrationalité pour leur mettre en tête une vérité à laquelle, un jour ou l'autre, de toute façon, ils renonceront à la faveur d'un nouvel élan d'irrationalité. Mais penser comme ça serait pour moi encore une preuve de son idéalisme, de son incapacité à accepter la tragédie du réel, à être pragmatique. Ce contre-argument présuppose deux choses. Premièrement, qu'il n'existe pas d'individu irrémédiablement irrationnel, que tout le monde peut faire le chemin vers la rationalité. Deuxièmement, que le monde politique n'existe pas, qu'il n'y aurait aucune conséquence néfaste à ne pas nous-mêmes manipuler de manière bienveillante les gens irrationnels. Je vais seulement m'attarder sur le point 2,
car c'est plus simple et suffisant. Quand on regarde l'histoire, il est évident que depuis des milliers d'années, la politique consiste avant tout à utiliser l'irrationalité, c'est-à-dire les instincts et les émotions des gens, plutôt que leur rationalité. Renoncer à la manipulation bienveillante comme le voudrait Acermandax pour uniquement parler avec la raison, serait dans les faits laisser la toute liberté aux gens malveillants de manipuler les foules à leur et à notre propre détriment. Si les gens bienveillants s'obstinent à être dans la pureté idéaliste et refusent toutes sortes de manipulations politiques, alors ça laisse tout le champ libre aux malveillants. C'est inévitable. Être pragmatique matérialiste, c'est-à-dire le contraire d'idéaliste, c'est accepter cet état de fait et agir en conséquence. Donc à moins qu'Acermandax dispose d'études scientifiques montrant le contraire, ce qui est peu probable, alors il est impératif pour nous de convaincre par l'irrationalité, l'instinct et l'émotion, afin d'éviter que d'autres moins bienveillants que nous s'en chargent. Ainsi, le contre-argument idéaliste « il ne faut pas conforter les gens dans l'irrationalité, il faut leur laisser le temps d'arriver à la rationalité » ne tient pas debout, puisqu'à l'évidence l'hypothèse que d'autres personnes, elles possiblement malveillantes, profiteront de notre absence pour les manipuler à leur et à notre propre détriment, est beaucoup plus raisonnable que l'hypothèse contraire, au vu de ce qui s'est passé durant toute l'histoire humaine. Voilà pour cette critique. En réalité, donc, dans l'argument qu'on a démonté, Acermandax n'a pas vraiment voulu faire croire qu'Idriss, en se légitimant par ses diplômes d'un côté, tout en discréditant le monde universitaire de l'autre, était incohérent, c'est-à-dire fou, c'est-à-dire dans le faux, c'est-à-dire anti-scientifique, mais la vérité c'est que comme d'habitude, Acermandax s'est placé dans le champ de la morale et de la politique, c'est-à-dire dans le registre du bien contre le mal, tout en essayant de faire croire qu'il était en même temps dans le champ scientifique objectif et pas purement dans le champ moral et politique, c'est-à-dire subjectif. L'argument qu'on vient de démonter était donc en réalité un argument 100% moral, politique, subjectif, qui a voulu se faire passer pour un argument scientifique, objectif, rationnel. C'est un argument qui a en réalité voulu imposer sa définition politique du bien et du mal, pas du tout une vision du vrai et du faux. Eh bien, sachez que chez lui, et chez pratiquement tous les zététiciens YouTube, c'est toujours comme ça, ils sont ultra idéalistes, bloqués dans leur petit monde, et font des critiques soi-disant scientifiques pour démêler le vrai du faux. Mais dès qu'on creuse un peu, comme je viens de le faire, on se rend compte que toute leur argumentation repose en réalité sur un présupposé moral, scientifiquement soit invalide, soit indémontrable, et qu'ils ne cherchent en réalité rien d'autre à dire que le bien et le mal, et seulement en apparence le vrai et le faux, pour justifier leur vision du bien et du mal. Probablement, pour 95% des arguments contenus dans les vidéos d'Acermandax sur la soi-disant fraude scientifique que serait Aberkan et son CV mensonger, on est dans ce même problème. C'est aussi vrai pour beaucoup d'autres sujets traités par les zététiciens, tels que par exemple la naturopathie ou encore la voyance. Mais tout ça serait bien trop loin à démontrer, en plus d'être inutile, car ils resteraient selon moi, quoi qu'il arrive, dans leur irrationalité, puisque nous donner raison les obligerait à admettre qu'ils se sont trompés sur toute la ligne pendant peut-être les 10 à 20 dernières années de leur vie. Et ça, c'est presque impossible à accepter pour un cerveau humain correctement constitué. Post-scriptum, j'avais déjà fini de tourner cette vidéo, mais Idriss Aberkan vient tout juste d'en sortir une nouvelle pour répondre à Acermandax, et ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire l'incapacité qu'a ce dernier à voir les choses dans leur complexité, et sa tendance à tout simplifier pour voir ce qu'il veut voir, pour discréditer l'opposant et pas du tout ce qui est vraiment. On apprend par exemple qu'Acermandax prétend qu'Aberkan a fait 3 doctorats en 3 ans, ce qui est impossible, mais on découvre finalement qu'en réalité il est question de 3 doctorats en 6 ans, pas 3. C'est donc une chose bien différente. Par contre, Aberkan se trompe un peu aussi en disant qu'il ment. Il n'est pas dans le mensonge, il est sincère quand il raconte ses âneries. Il est seulement mauvais pour ce qui est d'analyser le réel. En tout cas, si ça vous intéresse, j'ai mis cette nouvelle vidéo d'Idriss Aberkan dans la description.